Salut tout le monde, c'est IOWave. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo dossier consacrée à l'IMAX, qui est une manière un peu différente de voir, même de consommer du contenu. Et dans cette vidéo, on va décrypter ce qu'est l'IMAX et ses perspectives d'évolution. Alors, la société IMAX a été fondée dans les années 70 au Canada. Ils ont présenté leur premier concept lors d'une expo Osaka. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que le format 70 mm, qui est donc le format emblématique de la marque, a commencé bien avant la création de la société, puisque l'expérimentation de ce format a commencé en 1930 avec la Fox. Expérimentation qui n'a, à l'époque, pas eu le succès escompté et qui a été abandonnée par la suite. Après, en termes d'immersion, il y a eu aussi d'autres expérimentations, mais elles n'ont pas forcément décollé non plus, puisqu'en fait il fallait faire du contenu spécifiquement pour ce genre de technologie. Je parle par exemple des technologies qui demandaient 3 projecteurs, etc. Et ça demandait une certaine réflexion en amont de la réalisation du film. Il fallait des outils dédiés à la technologie en question, et aussi la problématique, c'est que les films ne pouvaient être diffusés que dans ce genre de salle, ce qui sous-entend quelque part que l'on a une audience limitée et un faible retour sur investissement pour les sociétés de production. Et pour finir, la société Multiscreen, donc une autre entreprise travaillant sur les mêmes thématiques, étudia la question et se tourna vers quelque chose de beaucoup plus simple, avec juste un seul projecteur et un seul écran, donc un écran un peu plus grand que la moyenne, un écran géant. Cette entreprise donc du coup changera de nom pour devenir celle que vous connaissez actuellement, donc IMAX pour Image Maximum, dont son premier concept a été présenté dans les années 70 lors d'une expo à Osaka. Donc à l'heure actuelle, même si les films IMAX sont captés avec des caméras numériques, le format de référence reste celui de la pellicule de 70 mm, 15 perforations, puisqu'elle permet de capturer des images qui équivaut à une résolution numérique de 18K et capte aussi 40% d'images supplémentaires par rapport à une caméra classique. Sachant que pour les caméras IMAX numériques, on est sur du 26% d'images en plus. Voilà. Donc ces caméras en pellicule sont encore utilisées d'ailleurs par certains réalisateurs, comme par exemple Christopher Nolan, qui l'utilise très fréquemment dans ses films, que ce soit dans les Batman, Dunkerque, etc. Avant l'évolution vers le numérique, la technologie IMAX était essentiellement utilisée dans les films documentaires, notamment à cause des contraintes techniques que cela engendrait, que ce soit au niveau du poids, puisque la caméra IMAX pesait en moyenne une quarantaine de kilos, jusqu'à une centaine de kilos pour la déclinaison 3D. Et clou du spectacle, la taille d'une bobine ne dépassait généralement pas les 2 minutes, contre 5 sur le 35 mm. Sans compter que cela coûtait un peu plus de 4000 € pour développer cette pellicule-là. Donc 4000 € par bobine. Donc autant vous dire qu'il fallait pas se louper pendant le tournage. Après, je parle de documentaire, mais il y a eu aussi quand même quelques fictions. L'une de mes premières expériences IMAX a été un film de Jean-Jacques Hano sorti en 95 qui s'appelait Les Ailes du Courage. Mais d'ailleurs, il me semble que ce film, c'était l'une des premières fictions à arriver en IMAX. Au final, il aura fallu attendre jusqu'en 2011 pour que la société IMAX annonce un tout nouveau modèle de caméra, la Phantom 65, proposant de la captation d'images en 4K 3D et en numérique. Et l'une des premières grosses productions à avoir inauguré en tout cas ce type de caméra a été un film de Michael Bay, Transformers Age of Extinction. Et en 2015, la société annonce un partenariat avec Arri pour la conception d'une caméra IMAX 2D avec possibilité de la coupler avec une seconde caméra de même modèle pour la 3D. C'est cette caméra qui sera la plus utilisée, que ce soit pendant les tournages, que ce soit pour le tournage des derniers Marvel ou du prochain James Bond. Et le fait de rendre accessible, moins onéreux, l'utilisation de ces outils de production a fait beaucoup de bien à la marque. Ça s'est notamment traduit par la multiplication des projets, que ce soit côté de la production comme du côté des exploitants de salles. Chez IMAX, il existe 2 types de salles. Vous avez donc les salles IMAX classiques dont le groupe Gaumont-Pathé a les droits d'exploitation, mais vous avez aussi les salles Omnimax, un peu moins connues vis-à-vis d'une exploitation limitée. En France, il n'y a que 2 endroits où vous pourrez assister à des projections Omnimax, à savoir la Géode en Ile-de-France ou éventuellement au Futuroscope, et peut-être même à la Cité de l'Espace. Alors, la petite particularité des séances Omnimax est que la projection se fait sur un écran hémisphérique. Ces salles diffusent généralement donc, des documentaires et permet d'être
en quelque sorte enveloppés par l'image, de par la forme de l'écran, mais aussi par le son du coup, qui sont répartis un peu partout dans la salle. En revanche, une des problématiques de l'Omnimax est il peut y avoir en fait de légères déformations au niveau de l'image pendant la projection. Cela vient du fait que la captation de l'image ne s'est pas faite avec des objectifs fisheye, et vu les coûts de production d'un film, il est très peu probable que les réalisateurs acceptent de filmer, ou en tout cas les productions acceptent de filmer avec ce genre d'objectif pour une vingtaine de salles réparties sur tout le globe. Alors pour ce qui est des éléments importants d'une salle de projection IMAX, donc vous avez un ou deux projecteurs en fonction de la taille de la salle et aussi de la taille de l'écran, hein, ça joue beaucoup. Généralement sur les grandes salles vous êtes plutôt sur un système à deux projecteurs, tout simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure densité de pixels à l'écran, mais aussi de ne pas avoir de baisse de luminosité lors d'une projection en 3D par exemple. Et du coup, d'avoir une image 4K par œil. Après, pour ce qui est des bienfaits de la technologie laser, vous avez une palette de couleurs qui est quand même beaucoup plus large, hein, c'est ce qu'on appelle le White Color Gamut, qui vous permet d'avoir donc des images beaucoup plus fidèles à ce qui a été capté sur le tournage, de meilleurs contrastes avec des noirs beaucoup plus profonds, etc. Alors pour la partie son, il y a différents éléments qui rentrent en jeu. Vous avez donc l'IMAX NXOS qui permet à la fois de monitorer les équipements son, mais aussi de jouer le rôle d'égalisateur en prenant en compte différents paramètres comme par exemple l'acoustique de la salle. Le second type d'équipement que vous avez, c'est l'IMAX AMX, qui ne sont autres en fait que les amplis. Alors bien entendu, il n'y en a pas qu'un, il y en a plus ou moins montés, raqués dans des baies en fonction de la configuration de la salle. Et pour finir, au-delà du son, vous avez bien entendu le contenu, donc ce qu'on appelle le DCP, le Digital Cinema Package, qui est donc le support sur lequel est stocké le film. Pour ce qui est de la partie visible de l'iceberg, à savoir la salle principale, l'une des premières choses que l'on remarque en rentrant dans la salle, c'est bien entendu l'écran, qui est plutôt imposant par sa taille, par rapport aux salles classiques. Ensuite, un écran qui est incurvé de manière à ce que l'écran couvre l'entièreté de votre champ de vision, sans pour autant que l'image soit floue sur les extrémités de votre champ de vision. Écran aussi qui dispose d'un revêtement métallisé pour accentuer les effets liés à la 3D. Ensuite viennent les places, donc les rangées de fauteuils sont positionnées généralement en arc de cercle de manière à ce que votre regard soit constamment centré par rapport à l'image, hein, par rapport au centre de l'écran, et le palier entre votre rangée et celle de devant ou de derrière est beaucoup plus, je dirais, gradiné, de manière à ce que la personne qui mesure par exemple 2,10 m ne vous gêne pas pendant la séance. Et on finit ce cahier des charges d'expérience utilisateur avec la configuration sonore de la salle. Donc on est généralement sur du 12.1 pour les nouvelles salles, c'est-à-dire que vous avez donc 2 enceintes satellites à l'arrière, 4 en hauteur et 2 sur les côtés pour les effets de spatialisation 3D, et 4 derrière l'écran, plus un caisson de basse. Alors, petite particularité de ces enceintes, elles ont été conçues par la société IMAX elle-même. Elles ont été étudiées de manière à ce que le son soit uniforme, de sorte à ce que votre perception de la scène sonore soit la même, peu importe l'endroit où vous vous situez dans la salle. C'est ce qu'ils appellent dans leur jargon le Proportional Point Source. Autre particularité, les enceintes de la salle sont pleine bande, c'est-à-dire qu'elles sont capables en tout cas de gérer l'intégralité du spectre sonore sans caisson de basse. C'est sur cette base-là qu'IMAX travaille son mixage sonore pour chaque contenu, puisque l'intérêt d'avoir un cahier des charges identique dans chaque salle, c'est de pouvoir optimiser le contenu par rapport à un modèle d'équipement en particulier. Dans la finalité, en termes d'expérience sonore, comme pour les salles équipées en Dolby Atmos, IMAX utilise une technologie de mixage maison de spatialisation qu'ils appellent Phantom Image. Là où Dolby parle d'objets sonores, IMAX, eux, préfèrent parler de sons alignés au laser. Un vocabulaire différent pour parler au final de la même chose. Et pour finir, pour parler plus rapidement en fait des différents process mis en place par rapport au contenu, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, c'est que la plupart des films diffusés dans les salles IMAX ne sont pas forcément filmés uniquement avec des caméras IMAX, des fois même pas du tout. Ce qui fait que parfois en fait vous pouvez observer des changements de ratio pendant votre séance. Et du coup pour ces scènes-là, justement celles qui n'ont pas été tournées avec des caméras IMAX, elles sont passées par un procédé qui s'appelle le DMR, qui est une forme de différents processus de mise en conformité par rapport au cahier des charges fixé par IMAX, de sorte à ce que le film que vous regardez reste identique au niveau de la qualité de l'image, même si le film a été capté avec différents modèles de caméra. Il en est de même aussi pour le son, qui est remixé en 12 points. Et tout ceci se fait bien entendu en présence du réalisateur, qui valide ou non la manière dont son œuvre a été masterisée. Alors pour le coup, moi je vais éviter de rentrer dans ce fameux débat de c'est qui le meilleur sur un plan technologique.
Chacun des deux acteurs ont fait leur propre chemin pour arriver au final au même résultat en termes de qualité. Après, je dirais que tout se joue dans le détail, c'est-à-dire dans les ajustements. Si je devais citer un exemple, ça serait par exemple les sièges des salles IMAX qui sont généralement plus proches de l'écran que dans les salles Dolby Cinema. Parce que en fait, le but de la marque là-dessus, c'est que le spectateur doit être enveloppé par l'image. Et donc de ce fait, en fait, l'écran doit occuper au maximum votre champ de vision. Alors après, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment peut-être un petit peu moins, notamment par exemple ceux qui sont sensibles au motion sickness. Experience these worlds to the fullest. Then experience 1,000 more. IMAX Enhance. C'est un petit peu la suite logique après les salles de cinéma. La société s'attaque donc au marché du home cinéma sous ce label-là, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une norme de certification, que ce soit au niveau de la post-prod avec toute la partie masterisation, format IMAX, DMR, donc sur la partie image, comme sur la partie son. Certains studios sont même engagés en tout cas à alimenter ce label en contenu. Alors c'est le cas notamment de Sony Pictures et encore la Paramount. Et bien entendu, de l'autre côté, pour tout ce qui est support de diffusion, donc le matériel pour le grand public, qui sont essentiellement pour la plupart des fabricants d'amplis. Pour ce qui est de la vidéo, bon, il n'y a que Sony actuellement, je crois, qui a des écrans et des vidéoprojecteurs allant d'une gamme de prix débutant de 1 500 $ à 35 000 $, donc prix public. Et normalement, TCL devrait rejoindre en tout cas le programme IMAX Enhance d'ici la fin de l'année avec des téléviseurs 4K et 8K. En termes de contraintes techniques, alors il n'y a pas vraiment de cahier des charges pour le consommateur, si ce n'est d'avoir du matériel certifié IMAX. Au niveau du positionnement par exemple des enceintes, on reste sur quelque chose calqué essentiellement sur les préconisations que vous pouvez retrouver sur le site de Dolby. Après, au sens strictement business du terme, je pense que d'autres acteurs viendront se rajouter, donc que ce soit du côté du contenu ou des constructeurs, mais ils attendent de voir comment va se comporter le marché. Surtout que IMAX a aussi une carte à jouer, notamment concernant le son, puisque ce sont les seuls à proposer des mixages en 12 points. Après, concernant la vidéo, je pense que c'est essentiellement une question de calibration par rapport à ce que proposent les téléviseurs en sortie d'usine. Cela étant dit, ils peuvent aussi jouer sur la partie contenu en lui-même, dont la captation a été faite avec des caméras IMAX et dont le ratio est un peu différent par rapport aux caméras standards. Globalement, pour profiter de l'IMAX Enhance, on reste sur une gamme de produits plutôt premium pour l'instant, sachant que DTS propose déjà la possibilité d'avoir du son spatialisé dans son casque stéréo et aussi en home cinéma par le biais du store Microsoft. Et le son IMAX sera peut-être, je pense par la suite, sûrement implémenté de par le partenariat entre les deux sociétés. Au-delà des prérequis techniques, pour pouvoir profiter de cette offre, quid du contenu? Pour le moment, il y a 4 films labellisés IMAX Original qui ont été annoncés et qui sont disponibles d'ores et déjà en Blu-ray. Vous avez A Beautiful Planet, Space Station, A Journey to the South Pacific et Turtle Odyssey, qui sont donc des documentaires produits par la société IMAX, que vous avez peut-être pu voir par exemple à la Géode, au Futuroscope ou encore même à la Cité de l'Espace. Ce ne sont pas des films ultra connus, mais ils ont tout de même le mérite d'exister et d'être du coup mis en avant à travers ce nouveau label. Vous aurez l'occasion de voir des documentaires aussi comme Panda, je suppose, que j'ai pu voir à la Géode, ou encore Super Power Dog, pour ce qui est des films produits par la société IMAX. En ce qui concerne le contenu tiers, on devrait avoir une quinzaine de titres pendant la période de lancement. Alors je ne sais pas de quelle date à quelle date s'étend la période de lancement. Toujours est-il que dans les films qui sont disponibles, vous avez donc Venom, Alpha, Jumanji ou encore même Spider-Man Far From Home. Pour l'instant, officiellement, seul Sony Pictures et la Paramount supportent ce projet-là. Pour moi, l'actuel gros point noir de ce label, c'est la partie distribution. C'est-à-dire que le contenu est dispersé à droite à gauche. Par exemple, les contenus IMAX Original sont disponibles uniquement en Blu-ray. Et pour les contenus tiers, on part sur quelque chose de complètement aléatoire. Certains films sont disponibles uniquement en VOD et aux USA, et d'autres sont disponibles sur les deux supports. Sachant qu'a priori, on se dirige quand même beaucoup plus sur une distribution en streaming. Après, je pense que c'est un public de niche. À la base, IMAX, c'est quand même les salles de cinéma. Ils ont d'ailleurs annoncé la prolongation du partenariat avec Gaumont Pathé pour la partie développement de la marque jusqu'en 2023. Et ça inclut donc la mise à niveau de 7 salles
qui sont actuellement encore équipés en projecteurs Xenon vers la technologie laser, incluant bien entendu par la même occasion un système de son revu en 12.1, ainsi que l'ouverture de 2 nouvelles salles IMAX en France. 2020, c'est aussi l'année de l'e-sport pour IMAX, puisqu'ils ont décidé de nouer un partenariat avec la société Vindex, qui est une société donc spécialisée dans tout ce qui est organisation d'événements en prime time. Et dans la finalité, ça serait pour proposer dans les salles IMAX la retransmission de tournois e-sports en direct. En soi, c'est intéressant, ça changera des retransmissions d'opéra, proposées habituellement dans les salles Gaumont-Pathé. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de tester en tout cas les technologies Dolby Cinema et IMAX. Et si je consomme maintenant exclusivement ce genre de séance quand je vais au cinéma, c'est surtout pour l'expérience qui est perceptible généralement plutôt par un public averti. Ce qui fait qu'en fait vous êtes à l'abri d'une bonne partie des incivilités que vous pouvez subir pendant la durée de votre séance. Au-delà de ça, concernant le fait de choisir de voir un film en Dolby Cinema ou en IMAX, ça dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, pour un film dont les images ont été captées par différentes caméras, dont des caméras IMAX peut-être. Au niveau visuel, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous? Est-ce que c'est le contraste? Est-ce que c'est les couleurs avec Dolby Vision? Ou est-ce que c'est plutôt le 70 mm que propose IMAX? Pour la partie son, c'est aussi un peu le même genre de dilemme. Les salles Dolby et IMAX ont leur propre signature sonore, à voir aussi avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, moi j'ai une affinité par rapport au son délivré dans les salles IMAX. Après, la manière de percevoir le son, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Bref, si vous voulez découvrir l'expérience IMAX, je vous invite quand même en amont à vous vérifier que votre salle est bien en laser, puisque c'est la dernière technologie disponible chez IMAX, et aussi celle qui propose la meilleure expérience en termes de son et en termes d'image. Voilà, ça sera tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.